publié dans Ma plus belle histoire, petit recueil de nouvelles, en 2005. Une nouvelle que j'avais écrite et qui avait été sélectionnée pour ce petit recueil, qui s'intitulait Coup de balai. Alors, coup de balai. Un autre événement hors du commun s'annonçait à notre appartement surnommé la commune de Lévis. Mes amis d'enfance auraient eu misère à croire que j'en étais l'auteur. J'étais si timide et ordinaire auparavant qu'on ne se souvenait qu'occasionnellement de mon nom ou de mon passage. Maintenant, c'était chez moi que l'action se passait. Depuis un an, les gens me remarquaient lorsque je sortais. J'avais l'air d'un Jésus multicolore qui joue de la flûte. Malgré mes allures excentriques de hippie et mes propos spirituels étranges, les gens de mon voisinage m'avaient accueilli chaleureusement chez eux. Certains m'avaient même invité à prendre le thé. Ils avaient accepté de tolérer l'ambiance festive et le rythme endiablé des percussions pour toute une nuit. Guy, mon colocataire, les yeux pétillants, s'occupait de la sonorisation et moi de la création visuelle. L'inauguration de notre nouveau studio d'enregistrement et atelier de création artistique du 41 Bourassa était imminente. Près d'une centaine d'artistes laissèrent libre cours à leur imagination fertile ce soir-là, dans notre vaste 4,5. Ils firent chanter leurs instruments, laissèrent gambader leurs voix, donnèrent vie aux murs, plafonds et planchers, avec leurs pinceaux, rêvèrent de beauté en poème et en danse jusqu'à l'aube. Nous ne nous doutions pas, Guy et moi, qu'un ou une des artistes lutins avait ouvert une porte et qu'elle était demeurée. Aucun courant d'air ni aucun autre signe perceptible ne nous en avertit. D'ailleurs, nous ne connaissions même pas l'existence d'un tel type de porte. J'admirais le tapis jaune pissenlit de notre cour arrière au moment où Guy rebondit à mes côtés, ses cheveux frisés dressés sur la tête. En fait, il avait toujours eu une coupe de cheveux naturellement électrique. Son surnom en disait long, Sideshow Bob. Je fus tout de même surpris car j'avais l'impression que sa parure exprimait pour la première fois un sentiment contagieux de terreur. En une seconde, je conclus que je n'étais pas fou. Mes visions au sous-sol n'avaient donc pas été des hallucinations. Ma façade habituelle, neutre et distante, s'évapora en un clin d'œil. Simultanément, nous nous mîmes à déblatérer sur ce que nous avions aperçu en bas de l'escalier à plusieurs reprises depuis la crémaillère du printemps. Nous en parlâmes encore et encore chaque soir, des jours durant. Nous cherchions, secrètement, un moyen de comprendre et régler ce pépin mystérieux. Nous avions tous deux peur de passer pour des cinglés. Pourtant, d'autres que nous avaient dû goûter à cet esprit tourmenté, car personne n'osait venir au studio depuis quelque temps déjà. Tous, sauf une jeune peintre squelettique arborant le noir, tant dans ses vêtements que dans ses propos. Ariane, pour la nommer, avait justement exploité son talent au cours de la nuit féerique du printemps. Elle avait accouché d'une impressionnante murale, représentant une sorte d'enfant nu qui flottait dans une bulle et qui semblait chanter. C'était esthétiquement et techniquement parfait, mais je ressentais une frayeur inexplicable chaque fois que je me concentrais sur ce tableau. J'en parlais à Guy qui me confirma percevoir quelque chose de similaire. Intérieurement, je sautais de joie. J'étais convaincu d'avoir déniché la provenance de cette masse noire, vaporeuse, difforme, qui flottait en permanence dans la grande pièce au sous-sol. J'allais donc consulter une kyrielle de ma tante experte en énergie
qui me référèrent à un professeur et conférencier de sciences occultes, M. Tessier. Je me transportai à Rivière-du-Loup pour le rencontrer, enthousiaste à l'idée de revenir à la maison avec tous les outils nécessaires pour me débarrasser concrètement de cette entité intouchable et volatile. De retour dans l'antre du fantôme, c'est-à-dire chez moi, je préparai un kit de purification, selon les bons conseils de l'expert. Armé d'un verre d'eau salée et d'un bâton d'encens à l'odeur terreuse, je m'approchai du portail démoniaque et commençai le rituel. Une brise subtile me fit frissonner et éveilla tous mes poils, qui se hérissèrent, lorsque je projetai l'eau bénite sur l'objet de mes incantations sacrées. Je me sentais complètement ridicule. Néanmoins, j'achevai de réciter les paroles prescrites et je repeignis par-dessus l'œuvre maudite d'Ariane. Quelques jours seulement après l'exorcisme, Guy et moi pouvions aisément remarquer que la fameuse ambiance décontractée et dynamique attribuée au 41 régnait de nouveau dans notre petit quartier général de Peace and Love. Les habitués manifestaient leur joie d'être de retour en criant de plus belle. Mais personne ne mentionna un mot à propos des phénomènes paranormaux. Une rumeur subtile, sous-entendue, que le mystérieux trouble s'était dissipé, s'était répandue, et les gens étaient revenus. C'est tout. Le sujet créait un tel malaise qu'il s'effaça sans avoir atteint la surface audible. Nous ne revîmes jamais cette Ariane. 2 mois passèrent avant que j'apprenne de l'une de ses connaissances qu'elle avait été internée en asile psychiatrique pour possession, la journée exacte de l'exorcisme. Le mauvais esprit s'est-il réfugié chez sa bienfaitrice lorsque je l'ai balayé de notre paradis? Qui sait? Voilà, et c'est signé François Tremblay. Bye bye.